Docteur Cordier, bonjour. Bonjour. Merci d'être à Mon Bébé Télé. Avec plaisir. Vous êtes pédiatre et gastro-pédiatre. Vous exercez donc à Paris en libéral et puis à la clinique Montlouis, du Montlouis dans le 11e arrondissement. Oui. Donc vous êtes venu aujourd'hui nous parler de ces problèmes qui sont fréquents chez les nourrissons et chez les bébés, ces phénomènes que sont donc les régurgitations après alimentation et les vomissements. Oui, tout à fait. Donc ces phénomènes sont fréquents, je crois, en tant que papa en tout cas, mais ils sont plus ou moins graves. Donc je voulais que vous nous expliquiez un petit peu dans quelle mesure il n'y a pas lieu, puis dans quelle mesure il y a lieu de s'inquiéter de ces phénomènes. Oui. En fait, effectivement, c'est un phénomène qui est fréquent, qui est plus ou moins grave et qu'il faut savoir analyser. On peut distinguer donc les régurgitations, qui sont des petites quantités de lait qui peuvent tacher un peu les vêtements de bébé, mais qui restent, je dirais, en petite quantité, sans que le bébé soit gêné. C'est un phénomène en général assez passif et qui survient tout de suite après le biberon ou dans l'heure qui suit. Alors ça, ce sont des régurgitations et donc en général, on considère que ça peut être normal ou proche du normal. En tout cas, il ne faut pas s'en inquiéter. Bon, on peut quand même trouver des causes et améliorer la situation en recherchant par exemple le fait que le bébé soit bougé tout de suite après le repas. C'est vrai que s'il peut rester debout contre sa maman par exemple, dans le quart d'heure, la demi-heure, c'est bien. On peut aussi trouver le fait que le bébé boit trop vite ou bien qu'il prenne des quantités un petit peu trop importantes de lait. Et finalement, c'est un petit peu le trop-plein qui ressort. Oui. Et donc l'importance du roro aussi après le biberon, voilà. du moins après l'alimentation, parce qu'il y a aussi le sein. Donc le roro va permettre d'éviter la régurgitation. Alors effectivement, le fait que l'air puisse être évacué favorise quand même la motricité de l'estomac dans la suite et donc la bonne digestion. Ceci dit, au sein, on ne cherche pas forcément à faire un rot parce que le lait de mère entraîne une motricité très importante de l'estomac, plus digeste, plus vite digéré, et donc il n'y a pas forcément d'air à évacuer parce que l'air s'évacue par le bas justement. Je savais pas. Voilà une information. Oui. Scoop. Et vous disiez en fait que les régurgitations souvent avaient lieu dans l'heure après le biberon, mais est-ce qu'il peut arriver aussi qu'un bébé régurgite pendant son sommeil, pendant la nuit, donc bien après le biberon, Alors ça c'est moins normal, je dirais. Ça déjà c'est problématique. Là on rentre dans le problème des régurgitations ou bien voire des vomissements. D'accord. C'est-à-dire soit c'est des quantités qui sont plus importantes, qui surviennent de manière un peu active, soit tout de suite après le biberon, soit à distance, 2 heures après, et parfois accompagnées éventuellement de remontées qui sont à distance des repas et dans ce cas-là qui sont quand même moins normales. Alors ça peut être un petit peu de lait caillé, ça peut être aussi des espèces de petites glaires un peu blanches. En général, dans ces cas-là, ça s'accompagne de pleurs et de gêne. Le bébé peut manifester de la douleur. D'accord. Alors que les régurgitations normales, habituelles, 1 heure après le biberon, ne provoquent en principe normalement pas de douleur. Aucune douleur. De manifestation. Aucune douleur. D'accord. Aucune douleur. Vous évoquiez les phénomènes passifs, la régurgitation passive et les vomissements actifs. Le vomissement, c'est quand même un phénomène, je dirais, moteur. C'est-à-dire que le bébé fait un effort pour renvoyer tout ce qu'on appelle le bol alimentaire, c'est-à-dire toute la quantité de lait qui pouvait y avoir dans son estomac. Il ne décide pas forcément lui-même, mais il y a quand même, on sent qu'il y a une contraction de l'estomac, que ça peut partir en jet, donc
C'est pas le petit truc comme ça, même si c'est abondant qui ressort passivement. C'est quand même un phénomène plus... une expulsion. Une expulsion plus active. Ouais. D'accord. Et bien, d'accord, donc on fait bien la différence donc entre ces petits phénomènes quasi normaux et le moment donc ça devient inquiétant. Les vomissements, c'est toujours inquiétant. Il y a toujours un problème derrière un vomissement. Ben, c'est sûr que c'est très impressionnant parce que le bébé, d'abord, en soi, il peut être très gêné par le vomissement, c'est-à-dire qu'il peut être tout pâle après, être fatigué. Donc, même s'il y a un simple vomissement, une fois, bon, c'est vrai que c'est impressionnant. Non, si c'est un vomissement qui survient comme ça, de manière isolée, on peut très bien trouver une cause isolée ou ne pas en trouver. Qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas forcément. Maintenant, si le bébé vomit de manière régulièrement, 1 à 2 fois par jour, ce qui est possible, dans ce cas-là, il faut s'en inquiéter. D'accord. Dans ce cas-là, donc on va consulter. Dans ce cas-là, en général, les parents vont consulter. Je crois qu'ils n'attendent pas de régler le problème par eux-mêmes. Et donc, à ce moment-là, le pédiatre va interroger les parents, savoir dans quel contexte ça survient. D'abord, c'est fonction de l'âge du nourrisson. Si c'est des vomissements qui ont commencé tout de suite après la naissance ou de manière un petit peu décalée. Si c'est des vomissements qui sont incessants depuis que le nourrisson a 6 semaines, il y a une chose qu'il faut impérativement éliminer, que le pédiatre devra éliminer, c'est une sténose du pylore. Ah bon. Chez un bébé qui va très bien par ailleurs, qui boit très goulûment, qui n'a pas mal, qui prend tous ses biberons, qui a très faim, mais qui rejette systématiquement un quart, la moitié, voire la totalité du biberon. Et ça, c'est survenu de manière aiguë depuis quelques jours, voire 1 ou 2 semaines. Ça s'intensifie, les vomissements sont de plus en plus importants et en jet. Et donc là, il faut activement rechercher une sténose du pylore et on fait une petite échographie. Le diagnostic n'est pas toujours évident parce que c'est une hypertrophie du muscle pylorique, c'est-à-dire le muscle qui ferme l'estomac par en bas, sortie de l'estomac. Nous ferons un dessin. On fera un dessin, donc cette partie-là de l'estomac, on montrera donc à notre public. La sténose du pylore, c'est une malformation du haut de l'estomac, c'est ça? Du bas de l'estomac. Du bas de l'estomac. C'est-à-dire qu'à l'endroit où l'estomac se vide. Normalement, il se vide dans le duodénum, dans l'intestin. Et à cet endroit-là, entre l'estomac et l'intestin, il y a une hypertrophie du muscle qui ferme l'estomac. Et donc l'estomac ne peut pas se vider par le bas, donc il se vide forcément par en haut. D'accord. Mais alors cette malformation en fait donc de l'estomac, est-ce qu'on peut envisager en fait d'attendre la croissance, le développement des organes internes du bébé pour voir si la sténose du pylore va d'elle-même disparaître? Oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais enfin qui est exceptionnelle, malheureusement. Ah bon, malheureusement. Malheureusement, on est assez actif et on est obligé en général de faire une petite intervention chirurgicale pour faire une petite incision. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même une intervention sous anesthésie générale évidemment, pour faire une petite incision au niveau de ce muscle pour libérer le passage. Et le bébé s'en porte très bien après, d'autant que c'est généralement des bébés très vigoureux qui vont très bien par ailleurs dans la vie, quoi. Donc ça leur pose pas de soucis ensuite. C'est une opération relativement bénigne. Ah oui, bon, évidemment, c'est vrai quand on annonce à... Oui, un acte chirurgical sur un petit bébé, c'est jamais drôle. Mais comme ça, il y en a 2 en gastroentérologie, il y a ça, plus la hernie inguinale qu'il faut opérer, et assez rapidement. La hernie inguinale, c'est-à-dire que c'est une petite hernie au niveau de l'aine, c'est une petite boule qui ressort et qu'on peut mettre en évidence. D'ailleurs, quand on examine un enfant qui a mal et on ne sait pas très bien où, il faut systématiquement regarder dans l'aine s'il n'y a pas une petite boule qui sort. Et cette hernie inguinale va aussi donc se manifester entre autres par des vomissements et éventuellement des vomissements, éventuellement, pas systématiquement, des pleurs. Il faut quand même aller voir parce que cette petite hernie peut justement se coincer, s'étrangler, et c'est pour ça qu'on l'opère très tôt quand on la découvre, même s'il n'y a aucun signe,
que le risque, c'est l'étranglement herniaire. Et donc, ça donne des vomissements. C'est une occlusion. Donc, ça, c'est aussi une cause de vomissements qui sont survenus brutalement chez un petit nourrisson qui allait bien jusque-là. Voilà, les deux pathologies chirurgicales à éliminer. D'accord. De l'ordre de la chirurgie, donc, hein, Ouais. de l'opération. Mais il y a peut-être d'autres explications, autres que la sténose du pylore et puis la hernie, qui peuvent donc d'autres phénomènes qui peuvent provoquer vomissements et régurgitation trop fréquentes. Bien sûr, bon, ça, disons que ça fait partie des choses à éliminer, et tout pédiatre doit les éliminer parce que c'est quelque part urgent. C'est urgent, ça doit se faire rapidement. Assez rapidement. Il ne faut pas attendre un certain âge. Dès qu'on le diagnostique, on le fait. Voilà. Mais c'est vrai que derrière les vomissements, sinon, quand les vomissements sont isolés, en général, c'est ce qu'on appelle un reflux gastro-œsophagien. Alors, c'est-à-dire que je dirais, alors là, tout à l'heure, j'ai parlé du sphincter qui ferme l'estomac. Là, c'est un autre sphincter qui n'est pas du tout la même forme anatomique, hein, mais qui est situé entre l'œsophage, c'est-à-dire la partie proximale du tube digestif, oui. et l'estomac. Ah bah c'est ce avec quoi j'ai confondu tout à l'heure. Voilà. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle le sphincter inférieur de l'œsophage. Ça s'appelle le cardia. C'est le cardia, c'est Oui. ça. D'accord. Et donc ça, une malformation du cardia, ça va entraîner. Alors, c'est jamais vraiment une malformation. C'est en général plutôt une immaturité. C'est pas du même voilà, ordre, c'est hein. ça. C'est une Un immaturité. dysfonctionnement, une immaturité. Donc qui probablement se résorber donc avec la croissance. Voilà, en général. Donc les reflux surviennent parce que ce sphincter qui est formé de plusieurs muscles n'est pas assez tonique, hein, dans le sens contraire de l'autre. Et donc, effectivement, il ne fonctionne pas correctement. Soit il ne se contracte pas une fois que l'estomac est plein, c'est-à-dire que du coup, ça remonte trop facilement. Donc, excusez-moi, je vous interromps. Son but, c'est de fermer l'estomac lorsque le repas est pris. Son but, c'est de fermer l'estomac une fois que l'estomac est pris. Le repas. Oui. Son but aussi, c'est de s'ouvrir. Ça paraît un peu paradoxal, mais c'est de s'ouvrir aussi quand on prend le repas. Oui, hein, d'accord. Évidemment. Mais comme dans certaines situations, il est un peu dysfonctionnant ou immature, il fait un peu les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'il peut très bien ne pas s'ouvrir quand il faut et s'ouvrir quand il ne faut pas. Mais en général, tout ça se remet très bien en place à la fin de la première année, à partir du moment où l'enfant va manger des aliments solides, où l'enfant va musculairement se tenir debout. Donc, en général, ça s'arrange très bien. Alors, ce reflux peut avoir en attendant de s'améliorer des complications. Et il faut donc le pédiatre sache les chercher. Alors, c'est pour ça que l'examen clinique est important. Enfin, l'interrogatoire d'abord, hein, en fait. C'est-à-dire qu'on va rechercher, dans le cadre de ces vomissements, si le bébé a mal. Ça, lorsque les parents donc vous amènent le bébé parce qu'il y a des régurgitations trop fréquentes ou des vomissements trop fréquents, comment ça se passe ? Voilà, donc admettons qu'on est éliminé, c'est ce dont je vous ai parlé. Donc là, on se situe dans le cadre du reflux gastro-œsophagien. Donc, il faut quand même voir si c'est un reflux simple ou si c'est un reflux qui a déjà des petites complications. Alors, quelles sont ces complications ? Les douleurs. Hein, c'est-à-dire que l'enfant, dans les remontées à distance dont je vous parlais, ça peut être des remontées acides, très acides, de liquide qui vient de l'estomac, donc qui est acide et qui peut brûler l'œsophage. La partie inférieure de l'œsophage. Par répétition. Par répétition, il y a une inflammation. Du coup, le bébé a mal quand il mange moins. Et donc, il y a des risques de ce qu'on appelle la fameuse œsophagite. Hein. Il a mal quand il mange et il a mal quand ça Absolument, remonte. voilà.
Ouais. Donc ça se manifeste dans les deux cas par des grimaces, des pleurs, un refus du biberon. Ça peut être un refus du biberon. Ça peut se manifester comme ça. Oui. Ça dépend. Les pleurs du bébé sont pas toujours faciles à interpréter parce que ça dépend du caractère des bébés. Il y a des bébés qui sont là aussi très actifs et très indicatifs et dès qu'ils vont avoir une petite douleur, ils vont hurler. Et d'autres, c'est pas lié à l'intensité de la douleur parce que certains bébés, d'ailleurs, il est noté que la douleur chez l'enfant ne les fait pas forcément crier très fort. Au contraire, les enfants qui ont très mal peuvent parfois être plutôt passifs, hypotoniques. Et certaines grandes douleurs, d'ailleurs digestives, et c'est une complication du reflux chez l'enfant, peuvent entraîner des malaises. C'est-à-dire que l'enfant ne va pas pleurer, mais au contraire, il va tout d'un coup devenir très très pâle. Et ça, c'est une complication du reflux. Ah oui. Voilà. Et en fait, c'est lié à la remontée, qui peut être acide, qui l'a surpris ou qui lui a fait très mal et qui lui a donné une grande hypotonie tout d'un coup et comme un malaise vagal. Quand on a une grande émotion, tout d'un coup on devient très blanc. Et ça peut être des manifestations très importantes de la douleur chez le petit. Toujours à rechercher. Donc aux parents être très attentifs donc à toutes les réactions possibles qui peuvent se manifester en fait d'une toute autre manière qu'une expression de douleur, que des pleurs de douleur. D'ailleurs, c'est pas celui qui pleure le plus fort qui a forcément le plus mal. C'est pareil, moi j'ai été surpris, on m'a beaucoup prévenu sur les douleurs en fait dues au poussé dentaire et miraculeusement, je ne sais pas, en tout cas ma fille, lorsque les dents sont sorties, n'a pas manifesté sa première dent, je me souviens, n'a pas manifesté de douleur par des pleurs. Ouais. Ça s'est bien passé, quoi. Du moins la première dent, les autres après. Donc il y a d'autres réactions. Oui, les réactions sont très variables d'un enfant à l'autre, mais même chez un même enfant, effectivement, il peut y avoir des réactions totalement différentes à des situations identiques. Donc en consultation, vous interrogez donc les parents sur les manifestations, ce qui se produit chez le bébé au moment de l'alimentation et des régurgitations, pour essayer de mieux cerner ce qui se passe. Qu'est-ce que vous examinez d'autre? Qu'est-ce que vous leur demandez Alors voilà, d'autres signes, autres signes à la recherche, c'est complications du reflux. On a vu donc l'œsophagite. On va voir maintenant les problèmes éventuellement respiratoires. Aussi. Parce que ça peut être une complication du reflux. C'est-à-dire que une petite toux qui persiste chez un bébé, qui a tendance à avoir des remontées un peu fréquentes, dont on se dit est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal ces remontées, est-ce que c'est normal, c'est pas normal cette petite toux, s'il ne s'agit pas d'un rhume, si la toux persiste. En particulier, on va rechercher une toux au changement de position. C'est-à-dire quand on allonge le bébé pour le changer, tout d'un coup, il se met à tousser un petit peu. Alors ça peut être un signe de reflux, c'est-à-dire que même si il n'y a pas de régurgitation à ce moment-là, il peut y avoir quand même une petite remontée de lait qui est inapparente, ou une petite remontée d'acide de l'estomac si on est à distance du repas, qui viennent irriter le sphincter, et provoquer la toux. Donc ça, c'est aussi un signe qu'il y a déjà une petite complication du reflux. Enfin, la troisième complication du reflux, mais bon, ça en général les parents le savent et ils s'inquiètent, c'est que l'enfant effectivement peut ne pas boire correctement parce qu'il a mal, et donc ne pas grossir. Ah oui, le poids. Donc ça, c'est un élément de l'examen. Un enfant qui a pris 1 kilo en un mois, on va être assez rassuré sur le fait que ce reflux, a priori, n'a pas de complications. Alors que s'il a moins pris que les mois précédents, on va se dire, oui, est-ce que c'est pas à cause de ce reflux? Donc on examine aussi, on est attentif à la courbe de croissance, la courbe ça c'est absolument indispensable. Il faut le faire tous les mois, le poids et la taille, et faire une courbe. D'accord. Mais il y a aussi ces phénomènes-là de régurgitation et de... Restons-en en régurgitation, mais une régurgitation accompagnée de fièvre, par exemple. Est-ce qu'on est toujours dans la même sphère médicale, à savoir des problèmes gastro-entérologiques? Diagnostic, vous voulez dire. Diagnostic, oui. Ou est-ce qu'on va... est-ce que c'est du ressort d'un autre spécialiste, d'un autre diagnostic? Parce que le pédiatre, quand même, est amené à examiner l'enfant sous toutes ses coutures. Je dirais, y compris le gastropédiatre qui est pédiatre. Donc, effectivement, ça fait partie des autres pathologies qui peuvent entraîner des vomissements et qu'il faut rechercher. En particulier, si l'enfant n'a pas présenté de fièvre récemment ou le jour même,
Mais en général, ça donne des régurgitations ou des vomissements qui sont survenus récemment, très récemment. Hein. Alors on va pas parler de la méningite parce que c'est très inquiétant pour tout le monde et heureusement c'est rarissime, mais il faut savoir que la méningite peut s'accompagner de vomissements. Les vomissements ne sont pas obligatoires non plus pour la méningite. Hein. Là, ça peut être un bébé qui a de la fièvre et qui est justement un peu hypotonique et qui ne vomit pas particulièrement et qui ne veut pas manger simplement. Hein. Alors, il y a aussi la gastroentérite, hein, qui est une cause en ce moment très fréquente de fièvre et de vomissement. Donc, effectivement, il faut que le pédiatre demande, et ça évidemment ils le font systématiquement, quel est l'aspect des selles, si en même temps que les vomissements sont apparus des selles un peu plus molles que d'habitude, ou franchement liquides, ou qui sentent mauvais. Ça, c'est une indication à donner au pédiatre. Dans ce cas-là, c'est effectivement une gastroentérite. Et donc, alors là, c'est un problème urgent. Plus le bébé est petit, et plus c'est un problème urgent. Pourquoi ? Eh bien, parce que les causes, en général, des vomissements, tout vomissement peut entraîner, s'il se reproduit, une déshydratation, avec une perte de liquide importante, et donc une perte de poids. Et c'est important, une déshydratation, si le bébé a perdu plus de 5% du poids du corps. Mais ça peut survenir très vite, parce que dans l'organisme du bébé, il y a un gros pourcentage d'eau. Donc en fait, très vite, il est amené à perdre beaucoup d'eau, à se déshydrater. Les conséquences de la déshydratation sont graves. Grave. Très graves. Est-ce que vous conseilleriez aux parents d'avoir une balance à la maison ? Non. Pas jusque-là ? Non, il ne faut pas non plus... D'abord parce que tous les bébés n'auront pas de gastroentérite, hein, on n'est pas obligé. Et puis, non. Bon. Je ne recommande même pas. D'accord. Donc il faut traiter la gastroentérite, donc il faut s'en apercevoir, il faut s'en rendre compte très rapidement, parce qu'il y a un risque de déshydratation et donc de perte de poids. Vous disiez, si le bébé atteint 5% de perte de son poids, ça peut avoir des conséquences gravissimes. Enfin, ça arrive peut-être peu fréquemment tout de même. Mais en fait, le problème, c'est que ça peut aller très vite. Ça va très vite. C'est-à-dire que si les vomissements ne sont pas stoppés, de même, ils ne vont pas se stopper. Il faut être très réactif, donc. Voilà. Et donc, même si on arrête le lait, on essaie de faire boire de l'eau au bébé, parce qu'on n'a que de l'eau autre que du lait, je veux dire, à portée de main, il se peut très bien que le bébé continue à vomir l'eau. Donc, dans ce cas-là, si vous n'arrivez pas à joindre le pédiatre qui puisse le peser pour apprécier le poids, et vous donner donc le traitement qui va probablement l'améliorer, mais pas toujours, hein, parce qu'il y a un cap à passer. Si vous n'arrivez pas à joindre le pédiatre, il faut l'amener à l'hôpital. C'est l'hospitalisation. En urgence. Ouais, en urgence. Voilà. Le traitement étant, dans un premier temps, d'arrêter le lait. Oui. Et dans un deuxième, tout de suite après, de le remplacer par des petits sachets de réhydratation qui contiennent du sel, du potassium, du sucre, tous nutriments qui sont nécessaires au fonctionnement du tube digestif et au fait que justement l'enfant s'arrête de vomir. Donc il faut donner ça par toute petite quantité. Parce qu'il faut savoir aussi que dans les gastroentérites, l'enfant perd du liquide par les selles. Hein, parce que les selles, pas toujours, mais en général, sont liquides. Oui. Voilà, très liquides même. Oui. Alors si on peut compenser, si les vomissements s'arrêtent et que les selles sont encore liquides, mais elles sont bien compensées par la prise de ce liquide de réhydratation, et que le bébé reste vigilant, il n'y a pas de problème. Si par contre les vomissements persistent, ou bien que les selles sont abondantes à tel point que l'enfant est fatigué, il faut absolument, évidemment, consulter. De toute façon, en général, on va consulter une première fois, mais rapidement, mais reconsulter dans les 24 heures, parce qu'en général, il y a un cap de 24-36 heures à passer. Il y a des périodes de l'année qui sont plus propices aux gastro-entérites ? Oui, en général, c'est plutôt printemps, automne, hiver aussi. En ce moment, il y en a. Ce sont des épidémies. Oui, ce sont des petites épidémies. Hein. Mais c'est vrai que par exemple en collectivité, c'est d'autant plus important en collectivité. Hein. Les enfants qui sont en collectivité attrapent d'autant plus ces gastro-entérites. C'est très contagieux. La crèche. Bien.
On a parlé un peu de beaucoup de choses. Et je voulais revenir à l'œsophagite. Oui. Donc en fait, qui est dont un symptôme est la régurgitation très fréquente, accompagnée de douleurs, mais la douleur se manifeste différemment chez chaque enfant. Quel moyen d'investigation en fait avez-vous pour porter un diagnostic très précis sur ce qui peut se passer ou bien dans l'estomac ou bien dans l'œsophage? Vous avez évoqué tout à l'heure les radiographies. Il y a d'autres instruments, j'imagine. Oui. Pour faire le diagnostic d'œsophagite, en fait, il faut faire une fibroscopie. Qu'est-ce que c'est? Alors, une fibroscopie, c'est l'introduction d'un petit tube avec une caméra qui mesure à peu près 7 mm, entre 5 et 7 mm de diamètre. Oui. Ça passe? Oui. il y a même des fibroscopes qui sont plus petits que ça. Petit que ça, on y arrive maintenant. Oui. Et donc, qui permet de visualiser tout l'intérieur de l'œsophage, de l'estomac, voire un petit peu plus loin même. Alors l'œsophagite, donc, ça se manifeste par une rougeur, des petites ulcérations situées au bas de l'œsophage. Ça permet de porter un diagnostic précis et de voir les choses. Alors, c'est vrai que ça fait toujours peur, et aux pédiatres un peu, et aux parents beaucoup, parce qu'on n'a jamais très envie de faire ce genre d'examen. Ça dure pas longtemps. C'est un examen qui dure, je dirais, pour le bébé 1 ou 2 minutes. Ah oui, bon, ça doit être plutôt désagréable pour lui, mais c'est rapide, et puis bon... Bon, on ne peut pas considérer que ce soit très douloureux, quoique on a vu que la douleur n'était pas facile à apprécier chez l'enfant. Bon, on essaye quand même de faire des petits masques qui ne sont pas des vrais anesthésiants, mais maintenant qui sont des mélanges avec du protoxyde d'azote, et qui, je dirais, les déconnectent un tout petit peu. C'est pas une vraie anesthésie, parce que chez les tout petits, il faut, pour faire une vraie anesthésie, il faut perfuser le bébé. On ne peut pas lui donner tout de suite à manger, tout de suite après. Donc il faut déjà qu'il soit à jeun pour cet examen. Ah bon, oui. Ça rallonge. Donc c'est un petit peu lourd pour quelque chose qui est finalement très rapide. Après tout, mieux vaut peut-être qu'il n'y ait pas anesthésie générale. Si on peut éviter l'anesthésie générale, c'est mieux. Si on doit la faire, il faut la faire sans arrière-pensée quand on n'a pas le choix. Mais si on peut l'éviter, c'est mieux. D'accord. Alors ça, c'est donc la fibroscopie qui permettra de voir parfois d'autres causes de douleur, de souffrance. Par exemple, des ulcérations qui peuvent être plus haut situées, ou bien des gastrites, c'est-à-dire des inflammations de l'estomac, qui existent aussi chez le petit. Chez le bébé. Et cet examen étant fait, donc on va passer à un traitement, le traitement approprié. Du reflux. Et de l'œsophagite. Alors pour le reflux, pour l'œsophagite, puis pour le reflux, ou les deux conjointement. On va peut-être commencer par le traitement du reflux, qui est un traitement standard, un peu, je dirais, qui peut même se graduer, je dirais, en fonction de l'importance, de l'efficacité de chacune des mesures qui ont été prises. En particulier, le premier traitement, c'est les laits épaissis. D'épaissir un lait avec soit de la gélopectose, soit du gumil, qui sont des épaississants, des pectines, qui ne sont pas de la farine, mais qui ne sont pas absorbés. Ou maintenant, plus facilement, des laits épaissis. C'est vrai que depuis 5-6 ans, on a beaucoup de lait épaissis d'emblée, ce qui limite un peu les manipulations et ce qui est quand même plus facile. Il y a des laits qui sont plus ou moins épais. Donc ça, c'est le premier temps et toujours indispensable du traitement du reflux. Il faut traiter le reflux parce qu'en fait, l'œsophagite est une conséquence du complication. reflux.
complication Voilà. du reflux. Donc, Voilà. Elle n'est pas obligatoire, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on Oui. peut avoir un reflux simple, dont on recherche les signes, Oui. et ensuite on recherche les complications. Oui, tout à fait. Ah. On parle des reflux Voilà. compliqués. Voilà. L'œsophagite est une complication du reflux. Oui. Mais elle peut survenir à partir du moment où on n'a pas traité correctement le reflux. Hein, ça c'est clair. Elle peut survenir d'emblée, c'est-à-dire qu'on met en évidence un reflux avec une œsophagite chez un tout petit, ou bien elle peut survenir dans un deuxième temps. Donc il faut toujours traiter ce reflux par des épaississants et puis des médicaments. Alors les médicaments, ce qu'on appelle les prokinétiques. Donc ce sont des médicaments qui accélèrent la vidange de l'estomac, Oui. qui va rester plein moins longtemps, donc moins avoir tendance à remonter. C'est logique. Le deuxième mode d'action de ces médicaments, c'est éventuellement d'augmenter le tonus du sphincter inférieur de l'œsophage, Oui. c'est-à-dire qu'il va se contracter mieux. Mhm. Ça, c'était le fameux prépulside dont vous avez dû entendre parler. Voilà. Alors, qui est donné dans certains cas de reflux grave. Hein. Actuellement, on ne donne plus systématiquement du prépulside, mais s'il doit être indiqué, c'est comme la chirurgie, il faut le donner parce que c'est le médicament de référence du reflux gastro-œsophagien. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas le donner sous certaines petites surveillances, en particulier de contrôler un électrocardiogramme, ce qui n'est rien du tout pour un bébé, qui en général est tout à fait normal d'ailleurs, et qui permet de donner ce traitement. Voilà Pour le les reflux, éléments du traitement. du reflux. du reflux. Et l'œsophagite elle-même. Alors, il y a aussi, donc, pour prévenir l'œsophagite, et en cas d'œsophagite, ce qu'on appelle des pansements. Des petits pansements de l'œsophage. Hein. Oui, parce qu'en fait, une œsophagite, c'est quoi sur un C'est œsophage une inflammation avec des petites ulcérations, l'acidité a creusé l'œsophage. Donc en fait, il faut donner des pansements, c'est-à-dire que quand le liquide de l'estomac va remonter, ou bien quand le lait va descendre, l'œsophage soit protégé. Alors il y en a différents qui sont plus ou moins bons, plus ou moins bien acceptés par l'enfant. Et en général, donc on l'administre avant le biberon, avant le Alors on peut l'administrer avant et après, Oui, oui, oui. ou après, Ou après aussi. ou après simplement. Ça dépend des types de pansements. Et c'est un traitement long, ça C'est contraignant Oui, c'est un peu contraignant. Il Ouais. faut reconnaître, c'est un peu contraignant, mais en même temps, C'est un mal nécessaire, hein, c'est nécessaire. Oui. Ça peut s'étaler sur plusieurs mois. Bah, ça va dépendre de l'évolution Ouais. du bébé. Hein, Ouais. Mais ça peut. mais on peut durer. être amené à donner ces traitements pendant 1 an, voire plus. Est-ce qu'on guérit définitivement d'une ulcération? Est-ce qu'on peut considérer que ça y est, c'est soigné, c'est disparu et Alors là, on passe au traitement des ulcérations, c'est-à-dire le traitement de l'œsophagite en soi ou des ulcérations, hein, qui est le même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un traitement supplémentaire qui est un traitement anti-acide. C'est-à-dire qu'en fait, les sécrétions de l'estomac, pour que la digestion se fasse correctement, sont très acides. pH 1 ou 2. Et alors que dans l'œsophage, l'aliment n'est pas acide. Donc quand il y a une ulcération, c'est lié à cette acidité qui est remontée. Ah oui, oui. Hein. D'accord. Ou bien si l'ulcération est de cause autre, comme par exemple des petites sondes, il faut absolument empêcher que l'estomac continue à sécréter acide, ce qui va permettre la cicatrisation de cette ulcération ou de cette œsophagite au niveau de l'œsophage. Oui. Hein. Ce qui permet à la muqueuse œsophagienne de se défendre et de cicatriser. Donc ça, ce traitement-là, en général, c'est un traitement de courte durée. 1 mois, voire 2, mais pas plus. Ça ne se réactive pas? Ça peut toujours se réactiver parce que c'est comme une plaie, si vous voulez. Ça peut se rouvrir. Voilà, c'est comme une plaie oui. qui peut se rouvrir. Alors après, c'est fonction de l'acidité de l'estomac de l'enfant, de beaucoup de choses. La médecine n'est pas une science exacte. Hein. Il faut savoir voir l'évolution et il n'y a
pas de données bien fermes et définitives là-dessus. Mais c'est pas la peine de continuer ces traitements s'il n'y en a pas besoin. Mais s'il faut, et s'il y a de nouveau des douleurs, etc., il faut savoir les remettre, parce qu'il ne faut pas non plus laisser l'enfant souffrir inutilement. Très bien. Eh bien, je crois que sur cette question, est-ce que vous avez des choses, des choses à ajouter que j'aurais pu oublier? Donc on a évoqué... Là, il y a une cause dont on n'a pas parlé, qui est un peu à part, dont je crois que vous vouliez parler. C'est l'allergie peut-être, voilà. Qui fera l'objet donc d'une émission spécifique, mais on peut déjà aborder quelques points généraux, essentiels, mais si je vous invite, c'est déjà une invitation pour une fois prochaine pour venir faire une émission sur les allergies alimentaires. Alimentaires, oui. Alors pourquoi les allergies alimentaires d'ailleurs chez le bébé Chez le bébé, parce que les allergies alimentaires sont les allergies quasiment les seules et uniques qui existent, en tout cas au cours de la première année, hormis quelques allergies médicamenteuses. Les allergies respiratoires surviennent plus tard. Bien qu'une partie des allergies alimentaires se passe par voie respiratoire. Ah bon? C'est-à-dire qu'on peut être allergique à un aliment et faire une réaction allergique à l'aliment qui est situé à 1 mètre de vous ou qui est cuisiné, sans l'avoir ingéré. Ça se passe par voie respiratoire. Spécial, les allergies. Donc, les allergies du nourrisson, c'est essentiellement les allergies au lait de vache. Oui, il paraît, oui. Voilà. Et tous les laits sont faits à partir du lait de vache. Sauf les laits qui sont des laits sans protéines du lait de vache, des laits hypoallergéniques, et les laits à base de soja, par exemple. Les laits au soja, oui. Alors il y a encore une distinction. Il y a les laits hypoallergéniques. Ce que j'ai dit, c'est pas tout à fait vrai, parce que les laits hypoallergéniques, les laits grand H, grand A, comme on voit, ce sont des laits en pharmacie, on les trouve pas en grande surface. Ce sont des laits qui sont faits à partir des protéines du lait de vache, mais qui sont un petit peu plus hydrolysés. C'est-à-dire qu'on peut être allergique quand même à ces laits-là. Ce sont des laits qui sont donnés quand même en prévention de l'allergie alimentaire. Dans la mesure où les allergies alimentaires se développent à partir du moment où on reçoit régulièrement d'un aliment. Donc, les laits HA sont donnés en prévention, c'est-à-dire qu'on se dit que puisque les protéines du lait vont être hydrolysées, elles seront un petit peu moins allergisantes et donc il y aura moins de risques d'entraîner des allergies alimentaires chez ces enfants-là. Une question un peu, je ne voudrais pas créer de psychose collective, mais il y a des problèmes avec les vaches en ce moment tout de même. La vache folle, ça occupe l'actualité énormément, mais est-ce que ça représente un danger pour l'alimentation des bébés? C'est très difficile d'avoir les informations sur le plan de l'industrie. Aussi bien d'ailleurs sur les laits de synthèse, enfin les laits de substitution, que même le lait au sein. Le lait de mère, vous voulez dire? Oui, qui elle-même mange du bœuf, des aliments. Bien sûr. Est-ce qu'on aujourd'hui on en est où, les spécialistes? De toute façon, il y a aussi le problème des laits en grande surface. Jusqu'à présent, on continue à en boire. Oui, tout à fait. Donc, c'est quand même assez, je dirais, rassurant. On n'a pas d'éléments pour dire qu'il n'est plus question de consommer du lait. Quand même. D'accord. Mais voilà, on en est là. Il faudra qu'on interroge un jour, qu'on fasse venir un diététicien d'une marque de lait pour qu'il nous explique un petit peu comment ces laits-là sont, les laits de substitution, pourtant sont conçus, sont testés, sont fabriqués. Ah oui, ça je pense que c'est toujours intéressant de savoir comment est fabriqué un lait. Ça donnera une émission intéressante, je pense. Et bon, donc fermons la parenthèse. Et alors, ces allergies aux protéines du lait de vache, comment ça se manifeste chez un jeune enfant, et puis qu'est-ce qu'on fait alors? Oui, alors on peut se retrouver confronté au problème de vomissement. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire lors de la première, ou plutôt de la deuxième introduction, puisqu'il y a une sensibilisation
de l'organisme après une première introduction d'un lait, Mhm. lors de la deuxième introduction ou troisième introduction, il y a tout d'un coup effectivement un vomissement important, ça peut se manifester comme ça, hein, et uniquement comme ça, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas toléré un nouvel aliment ou un aliment qui est donné depuis une fois ou deux. Hein. Ceci dit, il faut toujours avoir recherché quand même une sensibilisation anténatale, parce que l'enfant est quand même sensibilisé quand il est dans le ventre de sa mère, il est sensibilisé à ce qu'elle mange, et une sensibilisation par l'allaitement, parce que dans le lait de la maman passe des protéines de ce qu'elle mange. Donc un bébé peut très bien développer une allergie au lait de vache ou au soja, par exemple, qui se manifeste dès la première introduction du lait de vache ou du soja lors du sevrage, en s'étant sensibilisé via l'allaitement. Ouais. Alors heureusement, c'est assez rare, mais enfin on est quand même de plus en plus confronté à ce type de problème. Donc il faut savoir que le vomissement peut être un signe d'allergie alimentaire. Bon, il faut savoir rechercher aussi les autres signes d'allergie alimentaire. Il y en a d'autres ? Oui. Oui, heureusement, parce que sinon on serait parfois nous-mêmes pédiatres un peu perdus. Désemparés, oui. Désemparés, on serait de se demander si cet enfant supporte bien le lait. Ce qui est quand même une question primordiale, parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à lui donner. À proposer à cet âge-là. Voilà. Donc il peut y avoir des signes cutanés. Aussi. Hein. Alors soit c'est des signes aigus qui sont apparus en même temps que le vomissement, en particulier des petites plaques qui vont, qui viennent, comme ce qu'on appelle une urticaire, hein, des petites plaques un peu en relief, qui bougent sur tout le corps. L'équivalent de ces petites plaques au niveau du visage, c'est-à-dire un petit gonflement du visage. Évidemment, ça peut être un gonflement très important, mais là on ne passe pas à côté. Mais rechercher un petit gonflement du visage ou des yeux. Tout signe qui manifeste ce qu'on appelle l'anaphylaxie, c'est-à-dire la réaction aiguë allergique. Il peut y avoir aussi des réactions générales qui peuvent être inquiétantes, c'est-à-dire une grosse pâleur, un enfant, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est hypotonique après la prise d'un biberon. Et parfois ces signes sont isolés, donc c'est pas toujours évident à faire le diagnostic. Je pense que ça vaut le coup d'y consacrer une émission. Toutefois, je voulais revenir sur deux points au sujet des allergies. Vous avez évoqué en passant que les phénomènes allergiques étaient de plus en plus fréquents. Je vous ai entendu dire ça. Oui. Pourquoi ? Enfin, comment ça se fait ? Il y a une incidence. On a des chiffres en fait, des statistiques. Les médecins qui leur révèlent donc que les allergies sont de plus en plus fréquentes. Ce qu'on appelle la prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas par an d'allergie augmente. La prévalence générale de l'allergie augmente. C'est bien connu pour les allergies respiratoires, chez l'adulte et chez l'enfant un peu plus grand. La prévalence de l'asthme augmente. Et dans la foulée aussi, la prévalence des allergies alimentaires. Alors, dans les allergies alimentaires, ça dépend aussi de quel type d'allergie. Par exemple, on sait que, par exemple, aux États-Unis, globalement, l'allergie a augmenté, mais l'allergie, par exemple, à la cacahuète, c'est considérablement développé ces dernières années, parce que les Américains mangent énormément de beurre de cacahuète. C'est passé dans les habitudes. Donc, et on sait que l'introduction d'un aliment qui devient courant dans l'alimentation va entraîner de la part de l'organisme et en général dans la société des phénomènes d'allergie. Enfin, un phénomène d'allergie plus important. Plus important à ce... Mais là c'est normal, c'est-à-dire on en consomme plus, voilà. Donc statistiquement il y a plus de réactions allergiques. Voilà, à ce... D'accord. Mais ce qui n'explique pas pourquoi on est allergique à la cacahuète ou pourquoi... Alors, on a de fond un terrain allergique qui est en général un terrain familial. Ah oui, ça se transmet, les allergies, ça se transmet... Voilà, c'est-à-dire qu'on a un terrain atopique, je dirais, c'est-à-dire que ça c'est la base qui est transmise par le père et la mère. Ou le père ou la mère. En fonction de l'allergie, le terrain, les manifestations cliniques allergiques
de chacun des deux parents. Et plus on a deux parents allergiques, c'est-à-dire si on a les deux parents allergiques, on a beaucoup plus de risques de devenir allergique, évidemment, que si on n'en a qu'un seul ou si on n'en a pas du tout. D'accord, alors sur la question des allergies, juste le dernier petit point en fait que je voulais voir avec vous, c'est on se guérit d'une allergie avec un bébé en tout cas. Alors oui, les allergies alimentaires chez le nourrisson, le jeune enfant, guérissent. Pas à 100%, mais dans la grande majorité des cas. D'accord. Après exclusion alimentaire, en particulier le lait, je dirais dans 90% des cas, après exclusion d'un an, 9 mois, un an des protéines du lait de vache, ça guérit. C'est-à-dire qu'on va le réintroduire progressivement. Alors on va faire un test de réintroduction en fonction des éléments cliniques qu'on avait parce que le lait a été supprimé et qu'on a eu peur un petit peu de le réintroduire, ce qui est un peu normal. Pas faire les choses sauvagement. Enfin sauvagement je veux dire, c'est-à-dire un peu n'importe comment quoi. Ça doit être encadré. Voilà, il vaut mieux que ce soit un peu encadré par le pédiatre ou dans un service hospitalier avec surveillance de la réintroduction. Mais avant de faire une réintroduction, il faut toujours bien poser la question de savoir si l'enfant n'en mange pas déjà. Parce qu'on peut considérer un enfant allergique alors qu'en fait il en mange déjà dans son alimentation. Et ça c'est très courant de se dire que l'enfant continue d'être allergique alors qu'il mange des petits gâteaux. Donc là c'est tout à fait rassurant puisqu'il en mange, c'est qu'il est plus allergique. Oui. Bien, nous verrons ça. Donc nous reparlerons des allergies plus en profondeur. Je voudrais qu'on refasse un petit retour, si vous voulez bien, pour conclure cette émission, sur un petit peu la prévention donc des régurgitations. Dans le cas évidemment, dans l'hypothèse où ces régurgitations sont bénignes et ponctuelles, vous avez tout à l'heure, nous avons dit donc pour éviter qu'un bébé régurgite après le biberon, donc on va éviter de le faire danser chaque heure. Voilà des petites choses comme ça pour quand même le tenir en posture bien droite, bien verticale. Hein, ce sont des petites choses comme ça simples. Pas lui donner trop à manger. Oui. Donc bien doser. Ne pas le forcer non plus évidemment. Respecter son signal, ça c'est très important. Son signal. Le signal. Le signal stop quoi. Stop, ouais. Hein, j'en veux plus. Faut pas forcer Absolument pas. Hein, parce que les enfants sont comme nous, les bébés sont comme nous, c'est-à-dire qu'on a parfois faim et parfois pas faim. Et tout ça se régule très très bien tout seul si on ne force pas. Mais à partir du moment où l'enfant est forcé, d'abord on peut lui venir un dégoût de la nourriture et puis lui-même la perte de son signal qui lui dit voilà stop, on arrête, j'ai plus faim et ça va, je prendrai plus la prochaine fois. D'accord. C'est valable dans les deux sens ça, hein, c'est-à-dire que c'est prévention aussi des risques d'obésité, entre parenthèses. Respecter le signal de l'enfant. Bon, alors si malgré ces précautions un bébé régurgite ou vomit d'une manière fréquente, et puis en ce qui concerne les vomissements de manière volumineuse, donc là l'invitation c'est d'aller consulter. Oui, je pense que c'est bien d'en parler à son pédiatre, mais de toute façon les enfants sont suivis quand même régulièrement tous les mois en général, ne serait-ce que pour les visites systématiques, les vaccinations, etc. Donc il faut quand même en parler à son médecin. Traitant, généraliste ou pédiatre, n'importe, mais il faut en parler. Très bien. Bien, docteur Cordier, je vous remercie de votre visite, de ces explications. J'espère que c'était à peu près clair. Je l'espère aussi. Et j'espère que nous nous reverrons donc pour cette émission donc sur les allergies. Et auquel cas, je vous dis donc à bientôt. À bientôt. Merci.